C'est l'heure des grands sur RCF. Marie-Églantine Lagrange reçoit Anaëlle Sanzanodi, animatrice dans le Var d'ateliers de parents pour désamorcer les rivalités et la jalousie au sein des fratries. Toute l'équipe souhaite mieux comprendre comment les parents peuvent atténuer ces tensions et apprendre à mieux vivre ensemble en famille. Chers auditeurs, auditrices de RCF, joie d'être à nouveau avec vous pour ce bon moment d'échange et de réflexion autour de la famille et de l'éducation des enfants. Chaque semaine, nous aimons aborder les questions que se posent les parents au quotidien. Voici venu le temps des parents, c'est l'heure des grands. Aujourd'hui, nous souhaitons nous pencher spécialement sur la jalousie au sein d'une fratrie. Alors pourquoi existe-t-il bien souvent une rivalité entre frères et sœurs alors qu'ils s'aiment ? Est-ce que l'attitude des parents peut favoriser une relation plus sereine entre les enfants ou au contraire alimenter cette jalousie ? Quels moyens peut-on mettre en place pour éviter ou atténuer les rivalités ? Pour répondre à nos interrogations, nous avons la grande joie d'avoir avec nous Anaëlle, maman de 2 petits garçons et animatrice d'ateliers de communication adulte-enfant. Et puis toute la chère équipe de l'heure des grands, Marie Folliot et son billet d'humeur, Dr Mireille Robinson, qui nous donnera les clés de la psy. Anaëlle, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes maman de 2 enfants et animatrice d'atelier Faber et Maslich dans le Var. Vous allez prochainement animer un atelier de parents sur le thème jalousie et rivalité dans la fratrie. Alors on peut lire sur votre blog cette citation de Ginotte, qui était enseignant, psychologue pour enfants et médecin psychothérapeute, il me semble. Tous les sentiments sont légitimes, les comportements ne sont pas tous acceptables. Alors, selon vous, peut-on dire à un enfant que sa jalousie est légitime ? Alors, dans un premier temps, c'est important de se demander ce qu'est la jalousie. Elle est souvent confondue ou mise dans le même sac que l'envie, alors qu'elles n'ont pas la même origine et ne nécessitent pas la même réponse du parent. La jalousie, c'est une émotion secondaire et elle intervient lorsqu'il y a une peur ou une insécurité. Peur de perdre l'attention, l'amour, la place ou son intérêt pour l'autre. Et l'envie ? L'envie est différente. Elle peut être écoutée, reconnue, mais ne nécessite pas qu'on y réponde favorablement alors que le besoin, lui, demande à être comblé. Ce que ressent l'enfant, c'est sa réalité, même si on ne la trouve pas appropriée ou pas justifiée. Lui dire qu'il n'a aucune raison d'être jaloux, que ce qu'il ressent est anormal ou injustifié ne lui rend pas service. Une difficulté ou un sentiment désagréable est plus vite dépassé lorsqu'il est entendu ou reconnu que lorsqu'il est nié ou rejeté. Donc il faut accepter ce que l'enfant éprouve et l'écouter. Voilà, sans forcément accepter le comportement inacceptable qui peut découler de cette jalousie ou de cette envie. D'accord, donc on va surtout travailler sur le comportement de l'enfant, et voilà, non pas sur ce qu'il ressent. Voilà, ne pas confondre l'enfant en tant que personne et son comportement. D'accord, alors comment justement, en tant que parent, on peut parvenir à atténuer un peu cette rivalité qui oppose souvent les enfants ? Parce que j'imagine que les paroles ou les attitudes des parents peuvent avoir un réel impact sur les sentiments qui habitent les enfants. Par exemple, quand on compare des enfants ou... Oui, effectivement, c'est important d'éviter les comparaisons, les injustices évidentes, mais également de vouloir à tout prix donner la même chose à tous les enfants. Chaque enfant a ses propres besoins, ses propres limites, ses propres capacités ainsi qu'une personnalité bien à lui. On ne peut pas répondre avec justesse aux besoins de chacun en voulant donner la même chose à tous. Pour ça, il est nécessaire aussi d'offrir à chaque enfant des temps de qualité individuelle et de faire de ces temps-là des zones sans conflit où on ne parle ni de son attitude désagréable avec sa sœur, ni du dernier bulletin. Il s'agit vraiment de nourrir la relation comme on le fait dans un couple. Un moment de qualité. Voilà, tout à fait. Il arrive que des parents attribuent malgré eux des rôles à des enfants. Ça peut être des rôles d'ailleurs un peu positifs, on va dire, d'un enfant qui c'est le serviable de la famille ou le doux, ou alors on peut avoir justement le paresseux, le colérique. Mmh. Quelle influence ça peut avoir sur nos enfants ? Tout à fait, ces étiquettes sont dommageables pour l'enfant, que ce soit en tant que personne ou dans la fratrie. Et c'est important de laisser la possibilité à l'enfant d'être, sans avancer dans l'ombre des autres membres de la famille. On entend souvent, par exemple, Lucie, c'est la musicienne de la famille. Oh là là, Hugo, c'est notre grand sportif. Ces étiquettes, souvent pleines d'admiration et d'affection d'ailleurs, peuvent non seulement être enfermantes pour l'enfant en question, mais également pour les autres enfants qui, du coup, ne se sentent pas toujours légitimes de prendre de la place dans ce domaine-là. Ça peut créer de la jalousie, de la rivalité, ou même décourager complètement les autres de se lancer dans la musique, dans l'art, le sport, ou une toute autre branche. Il n'y a pas qu'une place d'artiste, de sportif, d'intellectuel ou de cordon bleu dans une famille. Il y a autant de places qu'il y a d'enfants, et chacun devrait avoir la possibilité et l'espace d'en faire l'expérience.
Alors on se rend compte que ce sentiment de jalousie peut rendre malheureux un enfant. Alors comment est-ce qu'on peut apprendre à un enfant à ne pas toujours désirer ce qu'il n'a pas, ou est-ce qu'on peut parler du verre à moitié vide ou à moitié plein ? C'est une bonne chose de garder intacte chez nos enfants leur capacité à désirer. Une personne qui n'a plus d'envie, c'est une personne qui ne va pas bien. Cette envie, c'est ce qui va leur permettre tout au long de leur vie de se fixer des objectifs, de se dépasser, de persévérer pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ce qui n'empêche pas de les guider sur la façon de gérer les frustrations qu'ils vivent au quotidien. Par exemple, imaginons une petite fille qui est à l'anniversaire d'une amie et qui la voit jouer avec sa nouvelle bicyclette. On peut très bien lui dire « Oh, dis donc, ça a l'air difficile pour toi de voir Julie jouer avec ton nouveau tricycle. Ça te donne vraiment envie de faire pareil. » Mais ne pas courir au magasin acheter un vélo pour l'enfant frustré n'empêche pas de reconnaître que ce qu'il vit est difficile. Souvent, il réagirait mieux à une phrase comme celle-ci qu'à une leçon de morale ou à nos tentatives de le raisonner. Oui, il faut laisser en fait à l'enfant la possibilité d'avoir encore des désirs. Bien sûr. Ouais, c'est plutôt l'envie, la jalousie qu'il faut arriver à guider, à canaliser. Ouais, leur apprendre en fait que faire avec toutes ces émotions qu'ils ressentent. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé aux enfants ou aux parents ? Voilà, des clés un peu concrètes pour apprendre à mieux vivre ensemble en famille, notamment dans les situations qui entraînent de la jalousie. Nous sommes là pour apprendre à notre enfant à confronter ses idées, à protéger ses affaires des autres, à protéger son espace et à établir ses propres limites. Tout ça sans violence. L'idée, c'est vraiment de doter nos enfants de compétences nécessaires à une vie relationnelle saine, plutôt que les sermonner, les accuser de mal se comporter. La première question à se poser en tant que parent, c'est qu'est-ce que je transmets à mon enfant sur les bonnes façons de réagir ? Comment je me positionne vis-à-vis de mon enfant ? Comment j'établis mes propres limites ? Comment est-ce que je protège mes affaires et mon espace ? Est-ce que je crie ? Est-ce que je tape ? Est-ce que je fais tout ça dans le respect des autres ou est-ce que je leur donne un exemple que je ne voudrais pas les voir suivre ? Nous sommes, nous parents, les coffres à outils de nos enfants et qu'on le veuille ou non, nos enfants s'approprieront nos façons de réagir. Oui, c'est un peu parfois les petits miroirs de la personnalité que l'on a aussi finalement. C'est ça, et d'ailleurs c'est édifiant d'observer nos enfants et ça nous donne un bon retour de nos propres façons de réagir. Merci beaucoup Anaëlle. Je vous en prie. L'heure des grands, Marie-Églantine Lagrange. De nouveau sur RCF pour l'heure des grands, nous abordons la question de la jalousie entre frères et sœurs et je crois que Marie Folio a quelques petits mots rigolos. Alors jalousie, rivalité entre frères et sœurs, parlons-en. Le problème, c'est que franchement, ce sont les sentiments dont on a le plus de mal à parler, à ressentir, à expliquer, mais surtout à admettre. En effet, peu de personnes ont le cran d'avouer qu'ils sont jaloux de leurs voisins ou autres, mais préfèrent utiliser le moyen si bien éprouvé de la médisance, plus ou moins gratuite, pour décharger leurs pensées négatives. Ben oui, c'est tout de même plus facile de râler sur le côté coincé de Madame Machin que d'avouer être malade de jalousie devant son brushing toujours impeccable, sans parler de ses ongles toujours nickel. Enfin, pour les enfants, c'est tout aussi compliqué pour le ressenti, mais par contre, beaucoup plus primaire pour l'extériorisation. En règle générale, lorsqu'il y a jalousie dans une fratrie, et c'est plutôt assez classique, il y a dispute, et qui sait même parfois bagarre pour ceux qui ne sont pas bien calés encore en communication non violente. Le rôle des parents est de discerner au milieu des cris, des vacheries et des coups de pied, qui a tort et qui a raison, d'une part, mais aussi qui est jaloux de qui. Bref, un devoir casse-cou qui demande de remonter à l'origine du mal afin de le déraciner pour faire un grand pas vers le calme dans la chaumière. Une origine qui peut tout de même remonter à la naissance de l'un des deux et donc à la difficulté de savoir partager ses jouets, mais aussi l'amour de ses parents. Malheureusement, quand cela crie de toutes parts, souvent, les origines du mal, on ne pense pas du tout à les chercher. Mais par contre, les punitions, elles, sont vite trouvées. Alors qu'il serait tellement plus simple d'aller voir ces bambins pour leur expliquer qu'on est tous différents mais tous aimés pareil, et qu'apprendre à vivre ensemble est la plus riche des aventures qui permet ensuite d'affronter sereinement la vie en société. Oui, une petite mise au point permet souvent de chasser les mauvais sentiments et de résoudre des conflits. C'est pourquoi nous aussi, adultes, nous devrions de temps en temps apprendre à aller voir Madame Machin pour la décoiffer ou lui couper les ongles afin de retrouver un peu de sérénité et ainsi comprendre que, décidément, la jalousie, ça se soigne, et facilement en plus. Une petite mise au point, je vous dis, rien qu'une petite mise au point. Alors Anaëlle, lors d'une dispute si joliment décrite par Marie Folio dans son petit billet d'humeur, comment faire pour parvenir à réduire l'agressivité entre les enfants ? Parce que c'est pas toujours si simple.
Alors, il y a différentes façons d'y parvenir, mais si je ne devais donner qu'un outil, je soulignerais l'importance de se positionner comme un médiateur et non comme un arbitre ou comme un juge face au conflit de nos enfants. La plupart du temps, on intervient dans un conflit sans avoir toutes les données. On a envie de trancher pour mettre un terme le plus rapidement possible à la dispute, et l'un ou l'autre des enfants se retrouve lésé, parfois même les deux. Alors, chaque conflit est une occasion d'enseigner quelque chose à nos enfants sur l'art et la manière de se disputer, si je peux dire. Communiquer avec bienveillance lors d'une dispute surtout, ce n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous, et pourtant nous sommes des adultes. Alors, raison de plus pour leur offrir notre aide pour qu'ils puissent apprendre à bien se disputer. C'est-à-dire sans porter atteinte à l'intégrité physique de l'autre ou à son estime de soi. Donc on n'a pas le droit de décoiffer sa voisine en fait. Voilà. L'expérience, c'est vraiment la première expérience de la vie en société. L'enfant, c'est une forte expérience relationnelle et sa façon de vivre cette relation va avoir un impact non négligeable sur sa façon de se comporter avec les autres tout au long de sa vie. Concrètement, comment faire pour être médiateur en tant que parent ? C'est pas simple parce qu'on a aussi envie que la crise entre guillemets cesse. Oui, alors nous pouvons accueillir les sentiments de l'un et l'autre des enfants, sans les sermonner ni tenter de les raisonner, reformuler les sentiments et les attentes de chaque enfant, être là vraiment pour fluidifier la communication entre les deux, ou entre les trois ou les quatre, selon le conflit, et les accompagner ensuite dans la recherche d'une solution acceptable pour tous les deux. Ils vont apprendre petit à petit qu'ils ont des solutions face aux situations qu'ils semblent bloquer, et faire l'expérience de la négociation et du compromis. Et ça, ce sont deux outils précieux pour leur vie d'adulte. C'est évident qu'au départ, notre implication est nécessaire, puis doucement, ils vont acquérir ces nouvelles habiletés et ils vont apprendre à se passer de nous pour régler leurs conflits. Alors aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir avec nous Béatrice Toral, qui est maman de 7 enfants et également animatrice d'atelier Faber et Maslich. Et j'ai l'impression que Béatrice a envie de réagir à ce que disait Anaëlle par rapport aux disputes, à comment réagir. Peut-être juste dire, parce que à entendre comme ça, on a l'impression que... Je voudrais dire que parfois on peut avoir une première réaction de parents qui en a marre et qui dit arrêtez, stop, ça suffit. Et après de revenir sur le truc, bon écoutez, excusez-moi, je me suis un peu emportée, mais là on va peut-être revoir un peu le feu qu'il y a eu et puis essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais je trouve que dans la réalité de la vie, dans le quotidien, des mamans qui ont peut-être plusieurs enfants, ou la cuisine, les téléphones, plein de choses à gérer, parfois on a du mal à avoir un comportement aussi posé, de prendre du recul et d'accueillir ce émotions. Feu qu'il y a alors que tout boule partout. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et du coup, moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que parfois, je dis, écoutez, là, les enfants, on stoppe, mais on va reprendre la situation après coup. Et du coup, ça aide aussi à prendre un peu de recul et de distance, et puis de se dire, si je peux pas prendre le temps pour mes enfants maintenant, je peux le prendre peut-être un peu plus tard, ou le lendemain matin, ou voilà. Oui, ça permet de désamorcer le conflit sur le coup. C'est ça. Voilà, calmer le jeu. Calmer le jeu, et on reprendra les choses tranquillement, plus paisiblement, et moi, déjà plus paisiblement, et les enfants plus paisiblement. Oui, Mireille, à froid, c'est toujours plus facile, hein. Tout le monde, l'émotion, la colère, tout ça, c'est un peu retombé. Donc à froid, c'est plus facile. D'après ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que c'est bon de se disputer. Alors moi je pense que c'est bon de se disputer parce que ça permet aussi en tant que parent médiateur de voir un peu les réactions des uns et des autres, les uns vis-à-vis de les autres. C'est dans une dispute et sous la colère finalement qu'on se révèle le plus, où on joue le moins la comédie. C'est vraiment dans les mots alors bien sûr on dit des mots qui nous dépassent, adultes ou enfants on dit des choses qui nous dépassent parce qu'on cherche la méchanceté, on cherche à faire le mal, mais on voit quand même des réactions un peu primaires qui permettent de situer, je pense, les uns vis-à-vis des autres. Voilà moi ce que je pense des disputes. Ça me fait penser à une maman que j'avais en atelier et qui expliquait que lorsqu'elle était enfant, elle et ses frères et sœurs n'avaient pas l'autorisation de se disputer. Donc leurs parents étaient très très fiers d'avoir 3 ou 4 enfants, je me souviens plus, qui ne se disputaient jamais. Les relations étaient vraiment agréables, en tout cas en surface. Et elle expliquait qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, donc 20 ou 30 ans plus tard, ce qu'elle avait appris de cette situation, c'est à se taire, à ne rien partager avec ses frères et sœurs. Et ils se voyaient qu'une fois toutes les 5 ou 10 ans et ils n'avaient rien à se dire, ils ne se connaissaient pas. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir que l'absence de dispute n'est pas une garantie de bonne entente à l'âge adulte. Et parfois même, on rencontre l'inverse. Oui, ça peut être même délétère, hein, l'absence de dispute. Il y a un psychologue, par exemple, qui parle, c'est Monsieur Wine, hein, qui a parlé de la pseudo-mutualité. Ce sont ces familles où il n'y a jamais de vague, un petit peu comme vous disiez, et ça peut engendrer carrément des pathologies, style schizophrénie, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire tout est lisse, et on n'a rien, voilà.
personne ne se fâche, tout le monde est toujours d'accord. Et ça va pas du tout. Sachant que c'est impossible d'être toujours d'accord, puisqu'on a son ressenti, son caractère, sa façon de voir les choses. Ah oui, donc de se taire, finalement, c'est s'oublier. Ça veut dire qu'on se nie. Voilà, on se nie, c'est ça. Je crois qu'Anaëlle a un exemple aussi à nous partager de situations où on tait justement sa jalousie. Oui, un petit garçon qui était couvert d'eczéma et sa maman a découvert les ateliers Faber et Maslich et a appris à accueillir les sentiments de son petit garçon et également sa jalousie. Et donc au bout de quelques semaines où cette maman a vraiment pris le temps d'écouter son fils et puis d'accueillir son sentiment de jalousie, ses craintes, l'eczéma a disparu et il a retrouvé une peau saine. Souvent, quand il n'y a pas de mot M-O-T, il y a des mots M-A-U-X parce que l'enfant ou la personne a besoin de se dire.